Bonjour et bienvenue sur RTI 1, bienvenue dans le 13h. Une délégation de la Confédération africaine de football est en Côte d'Ivoire depuis quelques jours. Il s'agit d'une visite d'inspection des infrastructures dans le cadre de la CAN 2023 qui se jouera ici en Côte d'Ivoire. Les membres de la CAF ont apprécié ce qu'ils ont vu. Selon eux, les préparatifs vont bon train pour la prochaine grand-messe du foot africain. En prélude au sommet UE-UA qui se tiendra dans quelques jours en Belgique, les pays ouest-africains et leurs partenaires européens préparent les thématiques qui y seront abordées. Une réunion vient de se tenir par visioconférence et la sécurité alimentaire et nutritionnelle était au centre de cette rencontre. 5 rangers et un soldat béninois ont été tués alors qu'ils étaient en patrouille dans le parc transfrontalier partagé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. C'est le plus lourd bilan depuis que le Bénin a commencé à faire face aux attaques des groupes terroristes. Des renforts y ont été déployés. On en parle en fin de journal. Fini la CAN 2021 au Cameroun, les regards sont à présent tournés vers la Coupe d'Afrique 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Et c'est justement dans ce cadre qu'une délégation de la Confédération africaine de football est en visite d'inspection sur le sol ivoirien. Et 72 heures après son arrivée, la délégation qui a été reçue hier par le Premier ministre se dit satisfaite de l'avancée des travaux. Elle l'a dit au micro d'Alexis Ouedraogo. La CAF, Confédération africaine de football, est en visite depuis 72 heures en Côte d'Ivoire. Ce mercredi, au terme de visites de terrain et d'échanges avec les autorités, la délégation a été reçue par le Premier ministre à la primature. Vous avez mis la barre très haute. Les stades qui sont en construction, c'est des bijoux. Nous sommes très contents d'avoir ces ouvrages pour le football. C'est incroyable. J'en ai même dit quand je suis allé à San Pedro, moi je dis, elle est en cours de construction, mais c'est déjà beau. Ça peut rester comme ça, c'est déjà beau. C'est magnifique. Les choses que j'ai constatées, ça passe très bien. Je vous remercie. Il faut qu'on garde ce dynamisme jusqu'à la fin. D'ici avril, la Confédération installera ses bureaux à Abidjan pour appuyer le pays dans ses préparatifs. Vous n'êtes pas seul, nous sommes des vrais partenaires. Parce que votre réussite, ce n'est pas seulement la réussite de la CAF, c'est de toute l'Afrique. Après une CAN sucrée, le gouvernement ivoirien lui est résolu à accélérer la cadence des travaux pour offrir aux nations du continent une CAN de référence. Le fait d'avoir enchaîné directement pour venir ici, comme vous l'avez dit à la demande du président Motsepe, est pour nous un gage de succès déjà pour la préparation dans laquelle nous sommes engagés déjà depuis quelques années avec son Excellence le Président de la République. Il m'a demandé expressément de vous demander de traduire donc au président Motsepe toute sa gratitude ainsi que celui du peuple ivoirien. La CAF peut être rassurée que la Côte d'Ivoire sera à la hauteur des attentes et des défis qui lui sont lancés. La Coupe d'Afrique des Nations est à ce jour un rendez-vous mondial. Plus d'1 milliard de personnes l'ont suivi sur divers canaux cette année. 2023, c'est décidément l'année des événements d'envergure en terre ivoirienne. La 15e conférence sur la désertification et la sécheresse aura lieu en mai prochain sur les bords de la lagune Ébrié. Le lancement de cette COP 15 a été fait hier à Cocody. Thème de l'édition 2023, restauration des terres dégradées et agriculture du futur. Grace Kanto. La Côte d'Ivoire abritera pour la toute première fois du 9 au 20 mai prochain l'une des plus grandes conférences des Nations Unies sur l'environnement. Il s'agit de la 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse, d'où cette cérémonie de lancement officiel en présence de 4 ministres du gouvernement. Occasion pour la Convention d'Abidjan de faire l'état des lieux en Côte d'Ivoire. Le niveau de dégradation et de désertification des sols en Côte d'Ivoire, on estime qu'à peu près 70% des 322 000 km² du territoire ivoirien est concerné par des problèmes de désertification, de perte de fertilité des sols et de baisse au niveau de la production agricole. Cette rencontre de haut niveau concerne les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. Les attentes de la Côte d'Ivoire à ce rendez-vous sont nombreuses. La 15e conférence des parties sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de sensibiliser aux solutions
et à la nécessité de réhabiliter les terres dégradées. Des mesures urgentes devraient être mises en place afin de reboiser les forêts, de développer de bonnes pratiques agricoles, de prévenir l'érosion des sols, de gérer les ressources en eau, d'améliorer la gestion des pâturages, des forêts et du bétail. Mettre en exergue les potentialités de la Côte d'Ivoire en matière d'agriculture, l'implication de tous est souhaitée pour la réussite de l'événement. C'est l'occasion pour moi d'inviter les partenaires au développement à accompagner le gouvernement dans la réussite de l'organisation de cette COP 15. Je voudrais par ailleurs leur traduire toute notre reconnaissance pour les efforts financiers déjà fournis pour le secteur et formuler qu'à l'issue de la COP 15, une table ronde des bailleurs de fonds permette de mobiliser les financements nécessaires à la mise en œuvre des résolutions pertinentes qui vont en sortir. En marge de la COP 15, un sommet des chefs d'État sur la question est prévu. Ce rassemblement aura un impact positif au niveau diplomatique, économique, stratégique et politique. Cette conférence nous offre aujourd'hui l'occasion de réaffirmer notre engagement à œuvrer de manière concrète à la protection de l'environnement et à repousser la désertification. Le gouvernement accorde une place importante pour lequel un effort financier a été fait pour aider à la réussite de cette 15e conférence des Nations Unies sur la désertification et la sécheresse. La Côte d'Ivoire va assurer la présidence de la COP 15 pendant 2 ans. Un sommet UE-UA se tiendra prochainement à Bruxelles, la capitale de la Belgique. Une réunion par visioconférence s'est tenue cette semaine entre les pays ouest-africains et leurs partenaires européens en prélude au sommet. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, au nom de la Côte d'Ivoire, a décliné la politique de son pays pour une autosuffisance alimentaire. Didier Nguessan a assisté pour nous à cette réunion virtuelle. Élaborer un plan d'action conjoint entre l'Union africaine, la Commission européenne et les bailleurs internationaux en vue de développer les filières de protéines végétales. Celles-ci seront avantageuses du point de vue de la sécurité alimentaire, de la protection de l'environnement et des opportunités économiques pour les pays africains. Pendant cette visioconférence, le Sénégal, le Niger et la Côte d'Ivoire et leurs partenaires européens se sont accordés sur les centres d'intérêt afin d'avoir des conclusions opérationnelles lors du sommet. Faire en sorte que notre agriculture soit mécanique pour produire de façon intensive sur des espaces réduits. C'est de cette seule façon que nous pouvons combattre la déforestation. Faire en sorte qu'il y ait de la forêt partout, faire en sorte que les plans d'eau extraordinaires que nous avons puissent toujours démarrer. Augmenter les revenus des paysans en stimulant une filière forte et durable et reconquérir du terrain au désert grâce à la Grande Muraille Verte sont entre autres les résultats tangibles qu'espère voir le président français Emmanuel Macron. Et ce partenariat euro-africain peut nous permettre de complètement révolutionner les prochaines années. D'abord, en cherchant à aider, soutenir la consommation locale, au plus près des femmes et des hommes qui travaillent la terre. Ensuite aussi, pour viser un marché régional, tiré par la demande des grandes villes africaines. Et également pour le marché européen qui peut servir de puissant moteur pour l'investissement dans les économies rurales du continent. La Côte d'Ivoire qui accueillera la COP 15 en mai prochain, le Sénégal qui assure la présidence de l'Union africaine et le Bénin, pays riche en protéines végétales, sont consentis pour s'impliquer au plus haut sommet pendant le rendez-vous de Bruxelles. Allons-y maintenant à Grand Laou, dans la région des Grands Ponts. Les producteurs de riz de la zone viennent de prendre part à une formation initiée par la coopération japonaise. Une session d'une dizaine de jours pour tenter de développer la filière du riz local. Lansine Bakayoko a pris part à la formation. On le rejoint sur place maintenant. On utilise pourquoi? Cette formation, suivie par une dizaine de petites et moyennes entreprises évoluant dans le riz local, se déroule au centre de mécanisation de Grand Laou et est orientée vers la mini-moissonneuse batteuse.
Un engin motorisé qui vient résoudre les problèmes de main-d'œuvre, de pénibilité du travail manuel, de faible rendement des cultures après récolte, mais aussi de difficultés d'accès aux champs avec les engins lourds. À part la mini-moissonneuse que nous avons appris à entretenir, à conduire et aussi à exploiter, parce qu'on a récolté du riz avec la moissonneuse, nous avons aussi appris à entretenir d'autres moteurs. Avec un taux de perte totale inférieur à 3%, ainsi qu'un ratio des impuretés inférieur à 10%, cette machine facilite le travail par 3 opérations distinctes: la coupe, le battage, puis le vannage. Plus qu'avoir une machine, il est bon pour le producteur de pouvoir bénéficier d'un service au moment où il a besoin de conduire ses travaux. Donc quand il doit préparer son terrain, il faut qu'il ait de quoi préparer son terrain, qu'il le fasse à travers un spécialiste. C'est idéalement ce que nous recherchons. Le Japon, qui place beaucoup d'espoir dans la mécanisation de la riziculture, entend poursuivre sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Nous sommes focalisés sur la production de riz pour que la population puisse bénéficier du riz de bonne qualité tout le temps. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des semences de bonne qualité et aussi une bonne irrigation. Mais l'aspect principal, c'est la mécanisation, et c'est cet aspect qui nous réunit ici aujourd'hui au niveau de la conduite de la mini-moissonneuse batteuse. En Côte d'Ivoire, la consommation annuelle de riz se situe autour de 2,8 millions de tonnes, dont 50% importées. Un reportage de Lanciné Bakayoko. On rentre à Abidjan et on va tout droit dans les locaux de la Sodefort à Cocody. La Sodefort qui a un tout nouveau président du conseil d'administration. La passation de charges s'est faite début février entre le PCA sortant Ousmane Koné et son remplaçant Antoine Nizako. Témoin de la cérémonie, Jean-Louis Bangbo. En l'absence d'Ousmane Koné, le PCA sortant de la Société de développement des forêts, Sodefort, c'est Pascal Yeboué-Kwame qui a transmis les charges de la fonction à Antoine Boabré-Nizako. Une cérémonie de passation de charges supervisée par l'inspecteur général des eaux et forêts, le colonel-major Eosu Nyanzou. Le nouveau PCA a été nommé depuis le 22 décembre 2021 par décret. Il a pris la pleine mesure de la tâche qui l'attend. Il y a de la forêt. Il faut maintenant analyser dans sa plus juste valeur ce qu'il y a à faire. Et j'avoue que je n'ai aucun problème parce que l'équipe est là. Et puis la petite expérience où j'ai déjà fait beaucoup de choses en la matière. Ce n'est pas l'individu que vous voyez, quelle que soit l'expérience de l'individu, il ne peut pas tout faire. L'équipe est là, nous sommes 8 et nous avons foi. Ingénieur en génie civil, Antoine Nizako a occupé des hautes fonctions au Bénin, à Lozère et à l'Ex-Sonatété. Il était, avant de rejoindre la Sodefort, le PCA du Fonds de développement des infrastructures industrielles, FODI. Les activités des structures de contrôle administratif au titre de l'année 2022 viennent d'être lancées par l'inspecteur général d'État Awandoli et Théophile. Il a tenu à rappeler l'objectif qui est une exécution harmonisée des activités d'audit interne et d'inspection. Laure Goretti, Alexis Ouedraogo. La Côte d'Ivoire renforce son dispositif de bonne gouvernance. Ce mercredi, à la primature, l'inspecteur général d'État Théophile Awandoli lance le démarrage officiel des activités d'audit interne et d'inspection au titre de l'année 2022. Les inspecteurs d'État, inspecteurs généraux et inspecteurs techniques ont reçu les directives et orientations. Nous sommes dans une période très sensible et les questions de responsabilité sont assez fortes. Ce sont des mots forts de la bonne gouvernance qui nous amènent à travailler avec beaucoup plus d'objectivité, d'opiniâtreté, mais aussi de grandes responsabilités. Nous ne pouvons réussir nos missions de lutte contre la corruption, contre la malgouvernance et contre les dysfonctionnements que si nous sommes vraiment réunis.
Cette première édition de lancement officiel des activités du corps de contrôle administratif vise une exécution harmonisée des missions des différentes entités de contrôle, en encourageant les différents acteurs à persévérer dans leurs efforts pour améliorer le fonctionnement des services. Théophile Awandoli exhorte à la confidentialité des rapports d'audit. Des extraits de rapports de mission quelquefois sortis de leur contexte et même des rapports de mission tout entiers se sont retrouvés dans la presse avec bien souvent une exploitation tendancieuse. Il me plaît de préciser à cet effet que la communication et l'exploitation de rapports de mission devaient se faire dans le respect de la loi et notamment les textes qui en organisent les modalités et les formes. Nous devons ainsi, dorénavant, éviter que des pans entiers des rapports de mission se retrouvent sur la place publique. Pour des résultats probants, les inspecteurs devront aussi suivre la mise en œuvre des recommandations faites à l'issue des dites missions, appuyées par le comité de suivi des recommandations des audits. Reportage Laure Goretti, Alexis Ouedraogo et Vao Oklao. Les directeurs généraux des entreprises d'État en formation. Un renforcement de capacité initié par la Direction générale du portefeuille de l'État et à l'issue duquel le ministre du Budget a remis une 60aine de diplômes aux participants. Le reportage de Mahama Traoré. Cette première promotion du Public Executive Certificate compte 60 auditeurs. Destiné aux directeurs généraux d'entreprises publiques et à leurs adjoints, ce programme de formation s'est déroulé durant 6 mois en mode présentiel, virtuel et par des séances de coaching individuel. Modules dispensés, la bonne gouvernance, la stratégie, le pilotage de la performance et la communication digitale. Quand on parle de communication au niveau de nos entreprises, aujourd'hui, grâce à HEC, on sait comment prendre en charge notre société par une bonne communication et lorsqu'on a un risque, comment communiquer autour de ce risque-là pour pouvoir atteindre nos objectifs. La performance se nourrit d'un certain nombre de paramètres, entre autres la capacité à mettre en place une stratégie d'entreprise, à développer un leadership qui soit inclusif et qui permette à l'ensemble de l'équipe de tendre vers un objectif connu et vers lequel tout le monde se mobilise. Ça va nous permettre de nous améliorer davantage et ensuite permettre d'améliorer notre plan stratégique et notre démarche face aux défis qui sont les nôtres. Cette formation m'a permis de comprendre qu'il faut prendre de la hauteur quand on met en place un comité de crise, de sorte que ce sera plus facile pour moi de mettre en œuvre ce plan-là à l'issue de la formation que j'ai reçue. Nous trouvons que ces modules sont des éléments essentiels pour compléter notre vision et nous permettre d'avoir des bons résultats au niveau de nos différentes entreprises. Des entreprises du portefeuille de l'État efficaces de par leurs prestations et rentables. Voilà qui motive le gouvernement à miser sur le renforcement de capacités des dirigeants sociaux. Le programme qui vient de s'achever a été piloté par la Direction générale du portefeuille de l'État avec l'appui pédagogique de HEC Paris. Nous sommes dans un environnement international comme national qui est en perpétuel mouvement. Il faut acquérir de nouvelles connaissances également et donc c'est de se donner, maîtriser tous les outils qui vous permettront donc de renforcer les performances de votre entreprise. Ce qui importe, c'est qu'on ait un mouvement haussier, un mouvement positif concernant l'évolution des résultats de nos entreprises publiques. 81 entreprises sont répertoriées dans le portefeuille de l'État. En 2020, ces sociétés ont généré 33 milliards de francs CFA de dividendes au profit des caisses de l'État. On en vient maintenant à ce séminaire du ministère de la Justice, séminaire qui se tient depuis hier à l'intention de ses agents en charge de la dépense publique. Au menu de ce séminaire de 3 jours, la gestion du budget programme, la comptabilité matière et les procédures de passation des marchés publics sont au menu. Un renforcement de capacité qui devrait permettre une meilleure exécution du budget du ministère de la Justice. On en sait plus avec Jean-Louis Gbangbo. Rationalisation et optimisation de la dépense publique, mais aussi transparence et une plus grande responsabilité des acteurs budgétaires. Ces résultats attachés au budget programme sont également ceux recherchés par le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en organisant ce séminaire de formation. Le basculement en mode budget programme s'est traduit par la mise
en place d'un nouveau cadre juridique, réglementaire et de nouveaux outils de gestion. La centaine d'agents du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme recevra pour ces 3 jours une formation sur le circuit de la dépense publique, les mesures d'encadrement de l'exécution budgétaire ou la gestion du patrimoine de l'État. Chacun de nous, à quelque niveau que nous nous situions dans la chaîne de la dépense, nous avons des obligations importantes qui parfois nous ignorons. Il est important que chacun de nous soit bien imprégné des règles et procédures et que dans l'exercice quotidien de nos différentes charges, nous nous efforcions de mettre ces règles en application. Notons que sur les 75,6 milliards de francs CFA alloués lors de l'exercice 2021 au ministère de la Justice, 73,7 milliards ont été effectivement exécutés. Pour 2022, cette dotation a été portée à 81,3 milliards de francs CFA. Des experts de l'UNESCO séjournent en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est la revalorisation de la pédagogie nationale. La délégation de l'UNESCO est donc venue présenter une étude comparée du système éducatif ivoirien, examinée sur la base des indicateurs socio-économiques de plusieurs pays. Les précisions de Walter Amadou Ouattara. Cette étude comparée prend en compte plusieurs points, à savoir un nouveau contrat social pour l'éducation, une forte collaboration entre l'école, la communauté et les familles dans le développement de l'éducation ou encore une solide motivation des enseignants parce que leur profession est jugée prestigieuse par les experts. Ils sont au nombre de 8, ces experts issus de l'UNESCO, Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'un de leurs, Borem Chakroun, directeur de la division des politiques et des systèmes d'apprentissage, a eu la charge de présenter l'étude. Le rapport d'étude comparé du système éducatif ivoirien par l'UNESCO a été mesuré sur les indicateurs socio-économiques du Ghana, de la Malaisie, de la République de Corée et du Vietnam. Un choix qui s'inscrit dans le cadre des réflexions relatives aux états généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation. Le Premier ministre a souhaité qu'on s'inspire de l'expérience de ces différents pays-là. Comment ça s'est passé dans ces pays, comment ça continue de se passer. Et donc, à partir de l'exemple de ces 5 pays, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait faire? Et c'est tout ça qui va nous permettre, à la fin du mois de mars, d'avoir un seul rapport, le rapport Côte d'Ivoire sur les conclusions des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, avec des propositions de réforme, si besoin en était. La présente étude comparée est prévue pour être remise au Premier ministre Patrick Hachi. Reportage Walter Amadou Ouattara et Célestin Frodo. On va ouvrir la page santé de cette édition. Place au chapitre Covid. Le coronavirus a fait 787 morts en Côte d'Ivoire depuis qu'il est apparu sur le territoire il y a près de 2 ans. Aujourd'hui, 787 morts sur 81 005 cas confirmés. Hier seulement, les autorités sanitaires ont enregistré 29 nouveaux malades et à ce jour on dénombre 1438 cas encore actif. Le coronavirus fait des dégâts, le coronavirus tue, mais on peut s'en protéger. Il nous faut respecter les gestes barrières, notamment le port du masque et aussi nous faire vacciner. L'excision, c'est l'une des formes de mutilation génitale féminine. Dans son sens le plus général, c'est l'ablation d'une partie de tissu biologique. Le terme est plus communément utilisé pour désigner les ablations du clitoris ou des petites lèvres, une pratique que combat au quotidien l'association culturelle Zassa d'Afrique, association qui vient d'organiser une rencontre avec les ressortissants de la région du Tonkwi, une région fortement en proie à ce phénomène. Question d'impliquer les populations dans la lutte. Le témoignage de Jean-Marc Djadji. 57% des femmes de l'ouest de la Côte d'Ivoire sont excisées,
selon le rapport 2013 du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au vu de cette situation, les chefs coutumiers des localités de Biankouma, de Man, Mangouin et de Kabakouma sont donc formés sur la nécessité de collaborer pour la lutte contre l'excision. Une initiative de l'association AXA qui prône une plus forte implication et reconversion des matrones exciseuses dans l'éradication du phénomène. Dans la reconversion, nous avons fait la formation. On les a formés pendant 5 ans sur comment il faut accompagner une grossesse. L'essentiel dans la lutte contre l'excision, ce n'est pas du business, c'est un projet humain. Et si on veut sauver des vies, c'est d'adapter notre politique. L'Afrique doit adapter sa stratégie. Pour la réussite du projet, l'ONG dispose et met à contribution ses partenaires. L'idée, c'est que les matrones abandonnent le couteau et les reconvertir et qu'elles vivent de cette reconversion. Or, les matrones, elles ont vraiment une connaissance inestimable en matière de plantes parce qu'on sait qu'elles utilisent des plantes pour éviter les saignements, éviter les infections. C'est vraiment d'être dans un accompagnement, la bienveillance et la compréhension. L'ONG AXA Wodo rassemble à ce jour plus de 180 femmes des villages de la région du Tongpi. Une sensibilisation à grande échelle est prévue dans les villages du département de Biankouma. Et pendant ce temps, Zoro Epiphane Balo invitait les jeunes de Koudougou, au département de Boiflé, au travail et à la solidarité. C'était lors de l'investiture de Tientega Isiaka, le tout nouveau président des jeunes du village. Un événement qui a réuni autorités locales, chefferies, cadres et populations venues des différentes localités de la région de la Maraoué. Djeneba Ouattara, Corona Soro, RTI Boaké. Les populations de Koudougou, village de la commune de Boiflé en Liesse. La raison, le village a désormais son tout premier président des jeunes élus. Tientega Isiaka est porté à la tête de la jeunesse pour une durée de 5 ans. Le tout nouveau président est installé par le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, Epiphane Zorobi Balo. Tientega appelle la jeunesse de Koudougou à l'union pour ensemble relever les défis du développement. Je considère ma mission comme une brique que je dois apporter à la construction de l'édifice pour que d'autres puissent continuer ces chantiers. C'est main dans la main que nous allons réussir ces paris. Pour la réussite de sa mission, le président des jeunes de Koudougou peut compter sur le soutien des filles et fils de la région de la Maraoué. Moi, je me porte entièrement disponible pour les accompagner dans les tâches à venir, surtout en ce qui concerne la cohésion sociale et puis la création de projets. C'est un devoir, et pas facile, mais je sais qu'il va arriver. Zorobi Balo, parrain de cette cérémonie d'investiture, invite ses filleuls à l'union, à la solidarité et au travail. L'une des principales missions, c'est de travailler à la paix, de travailler à la cohésion, de travailler à l'éducation, pour leur apprendre la valeur du travail, la valeur de l'intégrité, la valeur de l'honnêteté, qui sont un ensemble de valeurs qu'on appelle la bonne gouvernance, qui constitue la vision du président de la République. Réhabilitation et extension de l'école primaire, construction des centres de santé, extension du réseau électrique, adduction en eau potable, ouverture des voies et un fonds aux femmes dans le cadre du projet FAFSI sont entre autres les doléances émises par les populations. Zorobi Balo, parrain de l'événement, a fait don de maillots, de ballons, de matériel de sonorisation et aussi un numéraire au nouveau bureau des jeunes de Koudougou. De Koudougou, on part en Nouvelle-Zélande. C'est un long voyage. Là-bas, le mouvement du convoi de la liberté a pris de l'ampleur. Plusieurs centaines de manifestants ont planté leur tente mardi 8 février dernier en fin d'après-midi et plusieurs dizaines de camions et camping-cars venus des 4 coins du pays ont bloqué les rues aux alentours du Parlement. Une protestation de grande ampleur pour protester donc contre le pass sanitaire. Tous les partis politiques de Nouvelle-Zélande ont condamné cette manifestation. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 se poursuit devant la cour d'assises spéciale à Paris. La cour se penchait sur le cas de Salah Abdeslam. Le Français de 31 ans est le seul survivant des commandos qui ont sémé la mort à Paris et Saint-Denis. Cette fois, il s'est montré plus disposé à répondre aux questions de la cour, une attitude saluée par les parties civiles. Salah Abdeslam a commencé par dire qu'il n'avait pas de sang sur les mains. Salah Abdeslam, à plusieurs reprises, laisse entendre plutôt qu'il
qu'il a renoncé le 13 novembre à se faire exploser. Il aura l'occasion à partir du 15 mars de s'expliquer plus en longueur sur cette nuit du 13 au 14 novembre 2015. Incident mortel mardi dans le parc transfrontalier W partagé entre le Niger, le Bénin et le Burkina Faso, attribué aux groupes armés terroristes. 5 rangers et un soldat béninois ont été tués alors qu'ils étaient en patrouille. C'est le plus lourd bilan depuis que le Bénin a commencé à faire face aux attaques des groupes terroristes. Les versions divergent selon les sources et African Parks, seul à avoir communiqué sur le sujet, parle uniquement d'embuscade pour l'instant. Les blessés sont pris en charge dans un hôpital de la région. Des renforts y ont été déployés. Ce journal est terminé. Merci et à demain.